Stop acting so small, because you are the universe in ecstatic motion. Bonjour à tous, merci. En cette fin d'après-midi, j'espère qu'on va réussir à vous tenir en alerte. Après avoir parlé de la nocivité potentielle des applications numériques, des réseaux sociaux, de la tech plus largement, on va essayer de parler de ce que la tech peut apporter au service de la santé mentale. Quelles sont les solutions qui pourraient arriver, qui sont déjà en place d'ailleurs, pour aider ce sujet. La santé mentale est de plus en plus prise en compte aujourd'hui par les citoyens, par l'État, par les entreprises, qui sont même responsables de la santé mentale de leurs employés au travail. Beaucoup de monde s'y intéresse, des startups, les métiers du care, les services publics, et proposent des solutions pour aider les citoyens, les employés à gérer leur santé mentale. Donc on va aujourd'hui en parler avec trois invités. Mégane Bariol-Blondec, que vous avez déjà vu tout à l'heure, qui est cyberpsychologue. Aurélie Flidel, qui est CMO de chez Alan. Et Chloé Bidet, dirigeante et fondatrice de la start-up Oseos. Écoutez, je vous laisse vous présenter rapidement, et puis ensuite on pourra parler du sujet. Je suis désolée pour les personnes qui étaient déjà là tout à l'heure. Du coup, je vais faire une redite. Mais donc, Mégane Bariol-Blondec, je suis psychologue, psychothérapeute et cyberpsychologue. Et j'utilise du coup en consultation la médiation jeux vidéo. Chloé Bidet, fondatrice Oseos. Donc nous, chez Oseos, on utilise la réalité virtuelle pour améliorer le bien-être et donc prendre soin de la santé mentale de tous, avec une approche de groupe, c'est-à-dire plusieurs personnes qui vont vivre une expérience en même temps. L'immersion en réalité virtuelle provoque le bien-être et le lien en fait autour du partage des émotions et des ressentis. On s'adresse à tous de 7 à 107 ans. C'est accessible à toute forme de handicap. Et nous, on intervient dans le champ médico-social et aussi en entreprise. Merci Aurélie. Bonjour à tous, donc Aurélie Flidel, je suis directrice marketing de Alan. Alan, au départ, c'est une assurance santé et qui s'est construite donc sur ce socle qui est comment faire en sorte qu'on rembourse vite et bien quand quelqu'un est malade, parce que c'est un peu la base. Et à cela, on a ajouté des différents services et aujourd'hui, on a un partenaire de santé tout en un qui propose à la fois donc cette brique d'assurance santé et aussi des services de santé pour faciliter l'accès aux soins, que ce soit donc une clinique virtuelle, un programme dédié à la santé mentale, des programmes également dédiés aux troubles musculo-squelettiques, aux maux de dos. Et donc voilà, notre objectif, c'est de faciliter l'accès aux soins en utilisant la technologie, et on va en reparler très rapidement. Merci. On va commencer par un constat sur la santé mentale. Aujourd'hui, je crois que chez Alan, vous avez fait un baromètre pour estimer notamment l'état de santé mentale des salariés au travail. Est-ce que tu peux m'en parler, Aurélie, s'il te plaît? Nous en parler. Oui, bien sûr, avec plaisir. Effectivement, on a publié la 3e édition du baromètre dédié au bien-être mental en entreprise. Donc là, il y a un mois et demi. Et le constat a été édifiant. Il y a 60% des Français, des salariés, qui déclarent être fatigués ou stressés. Et sur les 3 dernières éditions, ce chiffre il est en constante augmentation. Et la réalité en entreprise, c'est qu'effectivement, on a 50% des managers qui se disent angoissés,
c'est 35%, c'est un peu moins chez les non-managers, c'est 35%. Et effectivement, la santé mentale, aujourd'hui, c'est devenu la deuxième cause d'absentéisme en France, juste derrière les maladies ordinaires, donc les gastro-entérites, les grippes en hiver. C'est la santé mentale qui est devenue la seconde cause d'absentéisme, ce qui pèse pour 20% des absences. Et donc, elle a dépassé récemment les troubles musculo-squelettiques, donc tout ce qui est problèmes articulaires, maux de dos. Donc le constat est effectivement assez clair. Il y a un véritable problème de santé mentale. Cela dit, c'est aussi une opportunité pour les entreprises, puisque aujourd'hui on a une très très vaste majorité des salariés, quasiment 90%, qui considèrent que l'entreprise est responsable, doit jouer un rôle dans leur santé mentale et physique. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est que des salariés en bonne santé, que ce soit physique ou psychologique, ce sont aussi des salariés qui vont être plus engagés, plus fidèles à l'entreprise, qui vont avoir envie de rester dans cette entreprise-là. Et donc, en fait, c'est un pari gagnant-gagnant parce qu'au final, tout le monde va mieux. Merci. Mégane, je crois qu'il y a une prise de conscience en ce moment sur la santé mentale. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors ça fait quand même quelques années que c'est le cas, mais c'est vrai que les confinements ont quand même forcé les gens à rester chez eux, isolés, et à réfléchir, à penser. Et le contexte aussi extérieur était extrêmement angoissant, reste aujourd'hui toujours très angoissant. Donc il y a une vraie prise de conscience pour ces problématiques-là, parce que les gens ne sont plus en capacité de travailler, effectivement. Mais ce que je constate aussi, c'est que finalement, ils peuvent aller consulter aussi plus facilement. Donc je n'ai pas les chiffres à donner, je peux que redonner mon regard qui est un peu biaisé et très limité de ma pratique personnelle. Mais effectivement, je trouve que les gens qui avaient des problématiques graves, qui ne consultaient pas, finalement, là, font le pas de le faire. Donc je trouve que c'est assez positif. C'est un peu tard, mais jamais trop tard pour faire des choses. Mieux tard que jamais. Mais voilà. Chloé, est-ce que tu nous parlais de l'isolement sur la santé mentale ? Effectivement, nous, en fait, la raison d'être d'Oséos, c'est l'isolement des personnes qui sont en situation de handicap, âgées ou liées à l'environnement social. Donc, concrètement, beaucoup de préjugés. La société, renvoie à ces situations. Donc, la raison d'être au départ d'Oséos, c'est justement de pouvoir impulser de la mixité des publics pour que les gens se rencontrent. Et en fait, plus largement, on se rend compte que l'isolement, il y a l'isolement social qui est souvent en lien, avec la situation, qui peut être en lien avec la situation, la précarité économique, mais aussi le sentiment de solitude. Et en fin de compte, que ce soit l'un ou l'autre, on peut tous être concernés par ces situations au cours d'une vie, puisque ça peut être aussi dans un contexte de rupture, de déménagement, de décès d'un proche. Et donc, pour nous, l'usage en tout cas de la technologie qui est attractive et qui fait partie de la société dans laquelle on vit actuellement, a un intérêt pour justement susciter la rencontre. Et ces vrais moments de rencontre et de partage où on va justement parler de nos émotions et de ce qu'on ressent et vivre une expérience à part entière grâce à la réalité virtuelle qui a des bénéfices largement prouvés scientifiquement, puisqu'en fait, inconsciemment, le cerveau ne fait pas la différence entre le virtuel et le réel, d'où l'importance en fait d'apporter de l'image positive. Donc, est-ce que tu peux, Chloé, puisque tu as le micro, nous expliquer concrètement ce que tu fais avec Oséos, avec ton équipe, dans quel contexte, auprès de quel public, et ce que tu en tires, ce qu'en tirent les personnes, les bénéficiaires ? Ok. Donc nous, en fait, on est une équipe de professionnels qui se déplacent dans les établissements médico-sociaux, dans les lieux socio-culturels ou en entreprise. Donc c'est un concept d'animation de groupe en réalité virtuelle. 6 personnes, donc on a vraiment opté pour un format petit groupe, vont vivre une même expérience en réalité virtuelle, nager avec les dauphins, rencontrer les animaux du Grand Nord, faire du ski, du parapente, des expériences positives, et retirer le casque pour partager les émotions, les rêves, les souvenirs. Donc, dans le milieu médico-social, l'idée, c'est vraiment plus d'agir sur les préjugés.
arriver justement à cette mixité de public, lien social, lien intergénérationnel. Et puis en entreprise, on est plus sur un travail sur les risques psychosociaux. Donc comme tu évoquais Aurélie, aujourd'hui les salariés, ce qu'ils recherchent en priorité, c'est l'ambiance au travail. Et donc nous, on apporte une solution qui va justement générer une meilleure cohésion d'équipe. Et puis c'est une expérience à part entière qui va créer un souvenir. Donc la technologie menée par des humains au service de l'humain. Et le fait d'être en réalité virtuelle, plutôt que d'emmener les personnes, c'est que ça leur permet d'avoir accès à des expériences qu'ils ne pourraient pas avoir de fait de leur handicap, de leur isolement, de leur situation. C'est ce qu'amène la technologie ? Alors, ça peut, effectivement, c'est-à-dire qu'instantanément, on va rendre accessible une expérience. Mais si on agit sur les préjugés, c'est aussi parce qu'on est convaincu qu'en fait, il y a rien d'impossible, tout est possible. Donc, c'est aussi se saisir de cette technologie pour se dire, voilà, recréer des rêves, des envies. On le voit, les personnes, par exemple, vont vivre cette expérience. Et nous, en tant qu'humains, on va leur dire, mais en fait, si tu en as envie, crois en tes rêves, c'est possible. Donc, c'est rendre accessible, c'est donner envie. Et puis après, instantanément, je veux dire, on ne va pas tous nager avec les dauphins aux Maldives, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons écologiques, etc. Donc c'est aussi, effectivement, vivre une expérience à part entière, hors du quotidien. Et est-ce que tu as quelques résultats chiffrés ou qualitatifs des expériences du bienfait des expériences qu'ont vécues les bénéficiaires ? Donc, au niveau des professionnels avec qui on travaille dans le champ médico-social, 2 professionnels sur 3 attestent avoir réduit leurs propres préjugés vis-à-vis des personnes qu'ils accompagnent. Ils ne pensaient pas que les personnes accompagnées pouvaient vivre telle ou telle activité ou avoir envie de les vivre. On a auprès des bénéficiaires, donc là les résultats qui me semblent être les plus intéressants, c'est l'estime de soi. Donc 72% d'entre eux expriment que l'estime de soi a été améliorée grâce à l'expérience. 93% d'entre eux expriment aussi que la relation à l'autre a été améliorée. Et c'est à peu près 98% d'entre eux qui expriment que le bien-être a été amélioré grâce à l'expérience. Donc c'est vraiment des chiffres extraordinaires auxquels on s'attendait pas forcément. On le mesure avec une solution qui s'appelle Impact Track et qui est une solution nantaise et numérique. Et donc voilà, c'est aussi là encore le numérique au service de l'impact social. C'est hyper important aussi de pouvoir remettre en question notre usage et la manière dont on mène nos actions. Et voilà, je parle de ça. Mais... Merci Chloé. Aurélie ou Mégane, est-ce que l'une d'entre vous... Aurélie, allons-y. Est-ce que tu peux exprimer plus concrètement ce qu'Alan fait ? Quelle technologie Alan utilise pour aider au bien-être des salariés notamment ? Oui, bien sûr. Alors peut-être pour prendre juste un tout petit pas de recul, on est parti du constat qu'aujourd'hui, accéder aux médecins, accéder au fait de se soigner, c'était devenu de plus en plus compliqué. Les déserts médicaux, c'est quelque chose qui aujourd'hui concerne tout le monde. Pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste, je pense que tout le monde l'a vécu. Il faut souvent attendre plusieurs mois. Le rendez-vous, il est souvent en plein milieu de la journée, donc parfois il faut poser une demi-journée si on veut se rendre chez le médecin. Selon où on habite, c'est 30 ou 45 minutes de trajet, donc c'est compliqué, c'est de la charge mentale, c'est du stress supplémentaire pour aller consulter un médecin. Et puis, on le sait tous les jours dans les médias, de plus en plus de services d'urgence ferment le week-end, la nuit. Et donc là aussi, c'est une difficulté supplémentaire à surmonter pour accéder à la santé. Et du coup, c'est ça, en fait, qui nous a motivés à développer des outils et à utiliser la technologie pour répondre à ces problèmes du quotidien. Et donc, on a effectivement développé plusieurs solutions. Celle qui est la plus généraliste, c'est une clinique virtuelle. Donc, on a un réseau de médecins, des généralistes, des spécialistes qui travaillent pour Alan en freelance, donc quelques heures par semaine, et qui ont par ailleurs un cabinet ou qui travaillent en hôpital, et qui répondent à des questions par chat. Donc, c'est toutes les questions du quotidien.
Ça peut être, voilà, mon enfant, il est samedi soir, mon enfant a une poussée de fièvre avec des boutons partout sur le corps. Qu'est-ce que je fais? On peut envoyer une photo, le médecin répond. Et ce qu'on constate, c'est que dans 50% des cas, nos membres qui pensaient devoir aller chez le médecin, finalement n'y vont pas, n'ont pas besoin d'y aller suite à la discussion qu'ils ont eue avec le médecin, parce que en fait c'était pas un gros problème. Quelques conseils très pratiques ont suffi pour résoudre le problème ou pour rassurer aussi la personne qui avait ce problème-là. Et on voit aussi que c'est une façon, un peu à l'opposé de cet exemple, qui est ce qu'on pourrait qualifier un peu de bobologie, donc voilà, résoudre les petits problèmes du quotidien. À l'opposé de ça, on a aussi des cas où cette technologie, et on en parlait tout à l'heure, juste avant la table ronde, va permettre de, au contraire, favoriser la parole, parce que la personne va se sentir un peu protégée derrière son écran. C'est moins intimidant que de prendre un rendez-vous, de se déplacer et d'aller parler de ses problèmes avec un médecin. Et donc c'est très vrai dans la partie santé mentale, où on a des patients qui osent parler pour la première fois de leurs problèmes grâce à cette application, grâce au chat, où on a aussi des psychologues qui sont disponibles en visio et qui vont permettre de libérer la parole et d'accéder aux soins, d'accéder à un professionnel de santé, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, parce que comme on en parlait tout à l'heure. Oui, je trouve ça intéressant. Effectivement, juste pour donner une note un peu négative, mais effectivement, on a une réalité de soins. Je veux dire, la question des déserts médicaux, c'est une vraie problématique. Les moyens aussi, pour mes collègues en hospitalier, j'en ai fait partie longtemps, je tiens à les saluer, sont assez limités. Donc, ils font ce qu'ils peuvent, mais il y a énormément de tas d'attentes aussi. L'accueil, du coup, n'est pas aussi qualitatif qu'ils souhaiteraient pouvoir le faire. Donc, évidemment, il y a des solutions et je trouve ça vraiment intéressant et super. Après, juste un point, je voudrais bien aussi qu'il n'y ait pas de déresponsabilisation politique parce qu'il y a d'autres solutions. Voilà. Mais je trouve l'initiative très intéressante pour ma part. Et du coup, Aurélie, l'impact sur les entreprises d'avoir mis en place ces solutions de consultation facilitée, notamment sur l'absentéisme, quel est l'impact ? Oui, effectivement, ce qui se passe, c'est que les trois principales raisons d'absentéisme, je vous l'ai cité tout à l'heure, c'est effectivement les maladies ordinaires, la santé mentale et les troubles musculo-squelettiques. Alors évidemment, on n'a pas la prétention d'empêcher les gens de tomber malades, et quelqu'un qui a la grippe ou qui est cloué au lit, évidemment, on ne va pas empêcher l'absentéisme dans des cas comme ça. En revanche, on va jouer vraiment sur l'absentéisme qui peut être évité. Donc ça va être des rendez-vous pour consulter un psychologue. On va pouvoir les faire en visio, à distance, dans l'application, au moment où le salarié ou la personne est disponible. Ça va être les rendez-vous également chez un kiné, parce qu'on a un programme dédié aux maux de dos qui va permettre de faire des exercices très simples et qui va répondre à un certain nombre de besoins sans avoir à se déplacer chez un kiné. Et puis il y a tous ces rendez-vous un peu de contrôle où on n'est pas cloué au lit, où on peut tout à fait travailler, mais qu'on a besoin de faire et qu'on va pouvoir, en partie évidemment, faire à distance sur l'application. Donc on résout une partie des problèmes, évidemment, et j'insiste là-dessus, on n'a pas vocation à remplacer tous les médecins et tous les cas de consultation. Et sur des entreprises qui ont un taux d'adoption de nos services, donc on a des entreprises où 20, 30, 40% des salariés utilisent effectivement nos services, et donc avec une efficacité de 50%, on a effectivement un impact sur l'absentéisme. Donc on rend des jours productifs à l'entreprise, et donc pour une entreprise de 600, 700 salariés, on peut rendre jusqu'à 100, 150 jours productifs par an, parce qu'on va éviter une demi-journée d'absence à peu près pour chaque salarié dans l'entreprise par an. Merci. Passons à Mégane. Je crois que toi, tu utilises aussi la technologie, notamment pas mal les jeux vidéo, dans ton métier pour soigner les gens. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, c'est pas toujours très bien reçu par d'autres collègues, mais effectivement, j'utilise le jeu vidéo avec les adolescents et les jeunes adultes comme médiation, au même titre que n'importe quelle autre médiation, le dessin, les jeux plus interactifs. Mais avec un ado, vous pouvez pas jouer au Playmobil, on peut jouer aux Sims par contre. Et il se passe les mêmes choses. Le matériel qui va nous apporter en séance en parlant de comment il fait interagir les personnages, du sadisme des fois aussi qu'il peut avoir avec son personnage, parce que je ne sais pas si vous avez un peu joué aux Sims, mais tout le monde a enlevé à un moment donné l'échelle de la piscine, je ne sais pas. Mais voilà, c'est très intéressant et on peut travailler dessus, en dire quelque chose. Et c'est ça qui moi, m'intéresse, c'est pouvoir utiliser le numérique comme support de la relation thérapeutique. Hormis les Sims, est-ce qu'il y a d'autres exemples? Oui, alors effectivement, en fait, ça dépend un peu ce qu'on veut travailler, mais en gros, je peux utiliser aussi des jeux plus narratifs de quête. Je pense à Zelda, évidemment. Quand tu fasses à un enfant, enfin un adolescent, qui se trouve un peu fermé, qui a du mal, qui est plutôt sur des jeux, beaucoup qui jouent sur la frustration, on pense à Fortnite évidemment, on va essayer de l'amener sur un jeu qui est un peu plus long, où il faut être un peu plus persistant, où il y a de la contemplation, donc c'est pas du tout le même rapport aux jeux vidéo quand même, hein, et là c'est intéressant parce que des fois il peut être confronté à de la frustration, à de l'échec, et nous on travaille dessus, on en parle, et on essaie d'avancer un peu ensemble quand même dans ce jeu là. Il y a d'autres jeux plus coopératifs aussi qu'on peut utiliser, et là ça devient très intéressant. On peut les utiliser en groupe. Je pense à un jeu comme Overcooked, qui est un jeu où finalement chacun doit tenir une tâche ou une mission dans la cuisine, et ça nécessite qu'on se fasse passer des éléments régulièrement pour pouvoir mener à bien finir la recette en fait et l'envoyer en salle. Donc là c'est pareil, ça suppose que vous discutiez à fond avec le collègue de canapé, parce que si vous ne communiquez pas, en fait, ça marche pas, on gagne pas. Donc, quand vous avez un jeune qui est très actif, qui prend toute la place, et un autre qui est très inhibé, qui n'arrive pas, lui, à trouver son rôle, quoi, donc c'est un groupe, finalement, ça s'équilibre et on peut encadrer ça, modérer, travailler avec eux pour qu'il y ait un équilibre qui se fasse et que chacun puisse prendre sa place dans le groupe. Et le groupe, c'est quand même un représentant un peu plus petit du social, quoi. Donc, on s'entraîne, d'une certaine manière. Alors, tu parles beaucoup des adolescents en termes de patients. Les parents qui arrivent pour apporter leur adolescent auprès d'une psychothérapeute, on leur explique que leur enfant va être suivi avec un support de jeux vidéo. Comment ils l'accueillent ? Alors, on en avait un peu parlé, toi et moi, mais généralement, les parents viennent me voir avec cette demande précise parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Parfois, ça surprend parce qu'on n'est même pas tout de suite dans le jeu vidéo. En fait, déjà, rien que le fait de parler du rapport à l'écran à la maison, du rapport aux jeux vidéo, c'est très intéressant. On voit qu'il y a parfois une incompréhension, un manque de dialogue et de communication entre les différentes parties. Donc déjà, là, on travaille, en fait. On n'a pas allumé le jeu, mais on est en train d'en parler finalement. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Pourquoi maman et papa s'énervent ? Qu'est-ce qu'ils ont l'impression de rater quand tu es sur ton écran ? Donc déjà, support de communication. On a déjà fait la moitié du travail, quoi. Et ensuite, ça peut être du coup la possibilité de pouvoir déconstruire, dédiaboliser un peu aussi l'écran. Parfois mieux comprendre pourquoi l'ado va sur ce jeu-là. Est-ce qu'il joue tout seul dans un coin et que c'est au service d'un repli social, ou est-ce qu'au contraire il va essayer de retrouver finalement les copains après l'école, ce qu'on faisait il n'y a pas si longtemps que ça quand on a découvert MSN, quoi. Désolée, c'est ma génération qui parle, mais voilà, en tout cas l'idée c'est de pouvoir reconstruire du dialogue et du partage autour de cet objet-là, et généralement ça se passe plutôt bien, ils sont assez compréhensifs quand ils voient l'intérêt que ça peut avoir. Et on peut leur proposer de jouer à Overcooked avec nous aussi. Ça peut être une thérapie familiale intéressante. Effectivement, je voulais aussi y venir. On a parlé des outils au service de l'individu, mais finalement, quand on vous entend, alors je sais que chez Alan, vous faites aussi parfois des choses en groupe. Je crois que vous proposez des choses aussi en groupe. C'est pas forcément tout seul devant son outil, tout seul devant sa technologie, son application, son jeu vidéo, tout seul devant son film en réalité virtuelle. L'effet de groupe est aussi intéressant et peut être travaillé.
Chloé, tu as choisi de faire les interventions en groupe. Est-ce que tu as essayé en individuel et qu'est-ce que tu trouves de supplémentaire dans le fait d'intervenir en groupe? En fait, c'est des objectifs différents. Oséos est né avec l'envie d'agir sur les préjugés, de recréer du lien social, intergénérationnel, cohésion d'équipe, etc. Là, actuellement, on a une nouvelle approche qui est différente et qui va être à titre individuel et qui concerne plutôt justement soit les hôpitaux ou les EHPAD, par exemple, sur une approche bulle de soins. Ça existe déjà. Hein. Il y a déjà des usages réalité virtuelle à l'hôpital. Là, on observe, par exemple, pour les personnes âgées, parce que ce qui existe en termes d'application aujourd'hui, c'est plutôt de l'ordre graphique et imaginaire, ce qui ne parle pas forcément à cette génération de personnes âgées. Nous, on utilise de la vidéo 360 degrés uniquement, donc c'est de l'image réelle. Et justement, l'idée, c'est de pouvoir aussi aller vers les personnes âgées qui, par exemple, sont en EHPAD, pour qui une toilette intime peut être compliquée. Un pansement ou pour stimuler l'apathie et aussi des personnes en fait qui justement ne sont plus dans l'échange. La maladie fait que le lien social n'est plus possible. En l'état en tout cas. Et donc voilà, c'est un usage qui va être individuel, mais toujours dans les mains d'un professionnel de santé qui va rendre du coup l'usage bienveillant. C'est pas je te mets un casque sur la tête pour faire semblant de prendre soin de toi ou pour passer le temps. Là, c'est vraiment justement pour faciliter le soin, pour le rendre plus agréable. Ça peut être, voilà, on est combien à mal supporter la prise de sang, par exemple, la vue de l'aiguille, etc. Donc ça concerne vraiment, je pense, beaucoup d'usages. Et donc, voilà, moi, je crois beaucoup au fait que la technologie puisse être vraiment démocratisée dans le soin individuel, même si nous, notre expertise aujourd'hui, elle porte plutôt sur l'approche en groupe. Donc voilà, deux usages différents. Merci. Effectivement, tu le soulignais, peut-être que la différence entre les technologies qui vont être un petit peu nuisibles et l'effet positif de la technologie dans le soin va être l'accompagnement humain. Je crois que vous êtes tous là-dessus. Aurélie, sauf si je me trompe, vous n'avez pas créé d'application en autonomie. Je crois que vous avez toujours une équipe derrière. Comment est-ce que vous fonctionnez pour avoir toujours ce soutien humain derrière? Comment vous êtes structuré? Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord. La technologie, c'est un moyen de faciliter l'accès, de libérer la parole, mais derrière, il y a quand même toujours l'humain. Donc, nous, chez Alan, ce qu'on fait, c'est que, effectivement, pour la partie santé mentale, par exemple, on a des contenus qui sont disponibles dans l'application et qui peuvent être utilisés par nos membres comme ils le souhaitent. Donc ça peut être des vidéos. On a même des vidéos qu'on a pu faire avec, par exemple, Blaise Matuidi pour parler de la gestion du stress et de la performance au plus haut niveau. Donc voilà, des vidéos qui vont aborder des questions du quotidien autour de la santé mentale. Et puis on a une équipe de psychologues qui sont disponibles pour des sessions en visio cette fois-ci, donc avec cette fois-ci une vraie entre guillemets consultation chez un psychologue avec tout l'humain qui va avec. Et c'est effectivement indispensable pour créer du lien et pour avoir un impact qui est réel et qui puisse adresser le plus de problèmes possible. Les contenus chez chacune d'entre vous sont des choses qui sont primordiales. Comment est-ce que vous les choisissez? Comment est-ce que vous faites votre tri, votre choix, votre sélection? Alors oui, on ne va pas jouer à GTA chez le psy. En tout cas, moi, j'utilise pas de serious game. J'utilise que des jeux quand même issus du commerce parce qu'ils sont souvent plus fun. Et sinon, les choix vont être plus sur effectivement qu'est-ce que je cherche à travailler avec tel patient ou telle patiente.
voilà, il faut que ce soit amusant, il faut que ça reste un jeu, parce que ça peut paraître un peu étrange, mais en fait, le jeu, c'est une façon de recréer du lien, de retrouver de la confiance en soi. Donc ça va être du narratif ou du coopératif, ou parfois aussi, je ne l'ai pas dit, mais j'utilise beaucoup les applications où on peut créer des avatars, ce qui permet du coup à chacun aussi de se projeter. Ça donne un peu une image de soi, où on peut un peu jouer aussi à comment tu penses que les autres te perçoivent, et faire en sorte que ces avatars-là, d'ailleurs, échangent entre eux. Donc, c'est difficile de répondre à cette question autrement, mais dans la fonction, en tout cas, je le pense. Et tu trouves tout ton bonheur dans le commerce, ou tu n'as jamais eu besoin de dire ce serait bien que je fasse développer un jeu ou quelque chose qui fasse sortir tel aspect, ou il n'y a jamais eu une envie de création d'un contenu? Alors, je peux avoir une certaine créativité, mais pas à ce niveau-là. Mais j'appelle fortement les gens à faire des propositions. Non, mais pour l'instant, effectivement, par rapport à l'utilisation que j'en ai, ça semble suffisant. Maintenant, oui, la difficulté qu'on va rencontrer, c'est que les jeunes connaissent les jeux aussi, quoi. Donc, si vous pouvez en faire des nouveaux, c'est mieux. Mais non, pas de... Si, alors il y a un truc auquel j'avais pensé à un moment donné quand même, c'était s'il y a un truc à faire en réalité virtuelle qui, moi, je suis assez curieuse, c'est de faire du narratif en réalité virtuelle. Parce qu'actuellement, ce qu'on a un peu en lien avec la psy, c'est plutôt en lien avec la désensibilisation autour des phobies, le vertige, exposition à l'araignée, etc. Bon, je ne sais pas si c'est possible, Appel aux créatifs de la salle. Je crois qu'on est aussi dans un lieu qui pourrait répondre, puisque c'est un lieu qui appartient à l'université de Nantes, Nantes Université, sur lequel il y a beaucoup d'expérimentation et de recherche autour de la subjectivité, de l'interface avec l'être humain. Donc ça pourrait, je sais pas. Ça m'intéresse. J'ai vu des gens passer que je connais qui pourraient potentiellement collaborer. Je pourrais vous mettre en lien. Chloé, sur ton choix de contenu, de vidéo. Alors pour répondre, nous on a eu la chance d'accueillir du coup un stagiaire ingénieur option réalité virtuelle qui a développé un jeu en réalité virtuelle, puisqu'il a passé 6 mois chez nous et il s'est amusé à développer ce jeu. Nous on avait envie en fait d'expérimenter une approche collective, donc avec plaisir pour te mettre à disposition ce jeu qui pour le moment n'est pas exploité. On l'a conçu de manière très inclusive, c'est toujours notre manière de concevoir le produit, c'est accessible à tous. Et puis collectif, c'est des circuits en fait qu'on a juste expérimenté un petit peu auprès de personnes en situation de handicap. Et donc les résultats sont hyper chouettes aussi. C'est toujours l'idée en tout cas d'avoir une expérience collective qui du coup dans les mains de thérapeutes peut aussi faire sens. Et puis pour revenir à nous, les contenus vidéo qu'on sélectionne, on les sélectionne. Alors d'abord, il faut qu'il procure quelque chose d'émotionnel, donc il faut que ce soit une expérience qui envoie, en fait, que ce soit une expérience un peu hors du quotidien, qui évoque le rêve, mais aussi qui... nous, on puisse faire le lien, se dire c'est possible. Tout n'est pas possible. On a des expériences où on va aller explorer la planète Mars. Donc aujourd'hui, c'est pas possible. Et puis, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'impulser comme rêve. On a plein de choses à vivre ici entre nous. Et puis après aussi, on crée des contenus. Donc l'idée pour nous, c'est de montrer le tout est possible. Alors surtout pour les personnes en situation de handicap ou âgées, à qui on renvoie sans cesse que ce n'est pas possible de vivre telle ou telle expérience. Donc typiquement, soit l'élastique avec des personnes en fauteuil roulant, des choses en fait qui vont avoir un impact pour les personnes concernées, mais aussi pour le grand public, parce qu'en fait on se rend compte que quand les gens disent ah ouais vous avez ça dans votre catalogue, c'est possible. Oui, et en plus on l'a fait en Normandie, c'est juste à côté de chez nous et le site est accessible à tous. Et puis surtout c'est aussi impulsé
comment dire, cette manière d'envisager en fait les services aujourd'hui, si on est un site touristique de loisirs, etc., faire en sorte de faire évoluer les mentalités pour que tout le monde se sente inclus dans l'expérience et y ait accès. Et puis, donc voilà, c'est l'émotion, l'inclusion, et puis la troisième chose, c'est la diversité. On est des êtres humains avec des envies très diverses, donc avoir un champ d'expérience. Aujourd'hui, on en a 54. Donc voilà, on va être dans la nature, les animaux qui évoquent plein de choses émotionnellement, et puis après tout ce qui est sport, sensation, culture, reportage. Voilà. Donc après, on est toujours aussi en recherche de contenu existant ou voilà, créer. Ça dépend de nos moyens aussi. Merci. Alors chez Alan, je crois que vous créez vos contenus. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Aurélie. Est-ce qu'il y en a certains qui sont plus consommés ou qui fonctionnent mieux? Comment est-ce que vous décidez d'aller développer un nouveau contenu sur certains sujets? Oui, effectivement, on crée nos contenus. Alors, du coup, nous, on a quand même ce prisme de s'adresser à des salariés d'entreprise. Donc, le monde de l'entreprise nous intéresse particulièrement. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a des petits questionnaires. Quand on a une nouvelle personne qui s'inscrit sur Alan, on a un petit questionnaire juste pour faire un petit bilan de santé. Et ça nous permet, à l'échelle de tous nos clients, mais aussi à l'échelle de chaque entreprise, d'identifier quels sont les problèmes de santé les plus présents. Ça peut être des maux de dos. On a des entreprises où 85% des employés disent qu'ils ont des problèmes de maux de dos. D'autres, évidemment, ça va être des problèmes de santé mentale, de stress. D'autres, il peut y avoir des problèmes liés dans d'autres industries au fait de porter des charges lourdes, etc. Et donc, on va pouvoir proposer des contenus qui sont adaptés à la situation de chaque entreprise et de chaque personne. Et donc, on produit des contenus, évidemment, en priorité pour les problèmes que l'on rencontre le plus fréquemment. Donc, par exemple, sur la santé mentale, ça va être les problèmes de sommeil, les problèmes de stress, par exemple liés à une nouvelle promotion, j'ai été promue, j'ai eu une perte de confiance en moi parce que je suis à ce nouveau poste, mais est-ce que je suis vraiment légitime pour être à ce nouveau poste? Donc du coup, ça crée de l'angoisse, ça crée du stress, ça peut se traduire par des problèmes de sommeil. Et donc voilà, c'est ce type de situation qu'on essaie d'adresser. Et ensuite, ça peut être par différents types de contenus. Ça peut être des contenus écrits, ça peut être des contenus vidéo, avec, comme je disais tout à l'heure, des personnalités ou des psychologues qui vont prendre la parole et qui vont faire une sorte de masterclass pour expliquer quel est le problème, d'où est-ce qu'il vient, et puis ensuite, comment est-ce qu'on peut agir pour limiter les effets, voire les supprimer, si c'est possible. Et c'est comme ça, c'est cette démarche-là qu'on adopte pour l'ensemble de nos contenus. Je vais rebondir sur tes propos, du coup. Merci Aurélie. Je voulais vous poser la question des pathologies sur lesquelles vous pensez ou vous remarquez que la tech, telle que vous l'utilisez, a le plus d'impact, sur lequel c'est le plus pertinent d'aller creuser avec un outil technologique. Donc aussi bien Chloé que Mégane. J'identifie pas vraiment de pathologie dans laquelle c'est particulièrement indiqué. Ce que je constate en tout cas, c'est quand il y a une difficulté à faire du lien, qu'il y a une espèce de phobie sociale, ça peut être un biais intéressant. Souvent, ces jeunes-là, en tout cas, sont déjà sur les écrans, donc c'est quelque chose de familier pour eux, donc on va être amené à l'utiliser. Après, sur la question de la pathologie... Enfin, c'est beaucoup plus large, je pense. J'aurais une réponse beaucoup plus large. C'est souvent autour de la question est-ce que la tech aussi crée de la pathologie? Moi, ma réponse, c'est plutôt peut-être, mais je crois aussi qu'il y avait des éléments de fragilité et de vulnérabilité chez certaines personnes qui aussi, à la faveur de la tech, permettent de nouveaux modes d'expression finalement. Révélés en fait par la tech. Oui.
Oui. Je pense notamment au phénomène hikikomori. Je suis pas sûre que... alors, pour réexpliquer ce que c'est, pour ceux qui savent pas, c'est des personnes qui sont très isolées chez eux, qui décident de ne plus sortir et de rester finalement face à leur écran, parce que l'écran permet aussi ça. Aujourd'hui, effectivement, on peut rester chez soi, se faire livrer, on peut continuer à vivre en restant reclus, finalement, dans son appartement. C'est un phénomène qui a fait beaucoup parler de lui, mais qui reste quand même, je trouve, c'est important de préciser que ce n'est pas l'écran qui le crée. En fait, je pense qu'il y a quand même des facteurs de vulnérabilité chez ces personnes-là au départ. Et on en avait parlé. Moi, ce qui m'inquiète plus sur un plan pathologique, c'est plus ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux, mais qui, à mon sens, au-delà de la question des biais, etc., révèle aussi des éléments pathogènes sociaux qu'on a depuis très longtemps. Je pense au cyberharcèlement. Voilà, les accusations et la mise au pilori en place publique, c'est pas nouveau. Simplement, ça prend d'autres formes. Et c'est là que c'est intéressant de réfléchir à ce qui se passe, en fait, ce que ça crée comme impact, comme effet, et pourquoi, finalement, il y a ce phénomène de foule comme ça qui est décuplé. Ouais, qui se met en place. Chloé, sur quel type de pathologie tu interviens ? Alors, moi, nous, on n'aime pas trop, d'ailleurs, se dire la personne a telle ou telle pathologie. Bon, après, comportement. Ouais. Mais c'est intéressant. Enfin, c'est hyper intéressant pour plein de situations. C'est surtout jamais du 100%, c'est-à-dire ça reste du cas par cas. Pour les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, ça peut faire remonter des souvenirs. Il y a aussi ce sentiment d'appartenance. À ce moment-là, j'appartiens à un groupe, et puis la maladie, c'est pas le sujet. Pour les personnes qui ont des troubles anxieux, ça c'est hyper intéressant. Troubles anxieux, dépression, on le voit en fait par les sourires. En fait, il y a plein de retours verbaux, non verbaux. C'est vraiment là pour le coup, la réalité virtuelle, c'est un outil extraordinaire dans le sens où ça vient éveiller un moment hyper positif et qui va venir ancrer quelque chose. Donc pour ces pathologies-là, c'est hyper intéressant. Pour les personnes qui ont des troubles du comportement aussi, on le voit. En fait, il y a un moment d'appropriation, 1 heure de temps. Au début, le casque va pas être enfilé, et puis à la fin, la personne met le casque d'elle-même. Voilà, il y a le fait que ce soit aussi une expérience qui soit pas individuelle, en fait. Ça, on le voit, c'est aussi le fait de pouvoir se dire j'en profite pour être en lien avec d'autres personnes. Ça, je crois que ça concerne tout le monde, en fait. On travaille pas mal aussi sur le lien parent-enfant, parce que nous, quand on intervient en médiathèque, par exemple, ça peut être l'occasion pour les parents de laisser les enfants un moment, et on leur dit non, en fait, c'est hyper important que vous soyez présents, que vous viviez l'expérience. En fait, c'est pas que pour les enfants. Les nouvelles technologies, c'est pas que pour eux. Enfin là, d'ailleurs, au-delà de la nouvelle techno, nous, ce qu'on veut, c'est vous faire vivre une expérience. Donc, et que ce soit un moment de partage en famille, intergénérationnel, etc. Donc au-delà des pathologies, je pense qu'on a tous un intérêt à y venir. C'est intéressant pour tout le monde. Tout dépend des objectifs. En entreprise, par exemple, j'ai eu un retour. On a travaillé avec un hôpital qui donc avait mis à disposition un casque dans le service administration. Pour la qualité de vie au travail, elle m'a dit la RH a utilisé le casque avant ou après des rendez-vous qui étaient des moments de stress. Elle m'a dit j'ai vraiment ressenti un bénéfice. Ça permet d'être plus ancré, d'être plus dans le moment, de pouvoir évacuer des émotions négatives. Et c'est pas un exercice qui est facile. Par exemple, la méditation, c'est pas un exercice qui est facile. Et du coup, là, en fait, c'est un moment qui va être ludique. Et c'est un outil qui va te permettre de déconnecter justement avec une réalité angoissante, même si elle est virtuelle, en fait, elle fait sens. Voilà. Merci. Alors le temps passe, on reste dans le timing, mais je voulais vous amener sur d'autres sujets, et tu me tends la perche, Chloé, donc c'est parfait. Je voulais vous emmener sur le futur, vos futurs d'entreprise, le futur dans vos domaines. Aurélie,
comment tu vois le futur des offres digitales chez Alan? Alors, tu as déjà une proposition de la part de Chloé d'apporter de la réalité virtuelle pour le management, par exemple. Quelles sont les futures offres? À quoi vous pensez chez Alan dans l'utilisation de la tech pour la santé des employés? Ouais, l'idée, c'est de pousser toujours plus loin ce qu'on est en train de faire pour apporter de plus en plus de solutions et de faire en sorte que ce soit de plus en plus simple pour nos membres d'avoir accès à des services de santé et d'avoir des recommandations les plus personnelles possibles. Et là, on parle au-delà de la santé mentale, ça peut concerner à peu près tous les aspects de la santé. Ça peut être sur la nutrition, ça peut être sur, donc on en a parlé, toute la partie troubles musculo-squelettiques, maux de dos, sur la santé mentale, sur le diabète ou d'autres maladies. Et donc l'idée, c'est d'arriver à avoir des solutions digitales qui permettent vraiment d'être personnalisées et de répondre à l'ensemble des problèmes qui peuvent se poser. Et puis aussi d'avoir l'approche la plus proactive possible pour faire de la prévention. Parce que aujourd'hui, on le sait, la prévention, c'est toujours un peu le parent pauvre. Et vraiment d'avoir une approche la plus préventive possible pour éviter en fait que des situations graves se produisent et pour prendre les symptômes assez tôt pour agir de manière la plus proactive possible et avoir cette approche la plus holistique possible également. Je pense que si on arrive à faire ça, c'est bien. On vous le souhaite. Chloé, Ozeos a été créé il y a 4 ans. Je crois que son modèle est en train d'évoluer un petit peu. Quel est le futur pour Ozeos? Comment est-ce que tu vois les choses? Voilà, parce que nous, ça fait 4 ans qu'on est vraiment focus médico-social et socio-culturel. Aujourd'hui, économiquement, en fait, j'appelle aux politiques, ça devient hyper compliqué. Donc, on a beau, voilà, c'est beaucoup d'énergie pour pouvoir, en fait, être dans ce milieu-là. Donc, aujourd'hui, pour avoir un équilibre et puis pour répondre aussi aux enjeux du moment, donc être de plus en plus présent dans les entreprises et vraiment prendre en compte tout ce qui est risques psychosociaux. On en parle. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il y a toujours quand même un écart. Donc les mutuelles sont aussi précurseurs sur le sujet pour justement pouvoir sensibiliser les entreprises. Mais il y a encore vraiment beaucoup de travail. Et puis après, voilà, c'est toutes les entreprises, parce qu'il y a vraiment des milieux où on est très loin de prendre en compte ce sujet au sérieux. Et puis après, pouvoir démocratiser vraiment aussi dans le soin. Voilà, les hôpitaux, là aujourd'hui on met un pied dans les hôpitaux, c'est complexe, donc c'est complexe, mais parce que en fait le milieu fait face à des enjeux autres, et donc voilà, c'est être dans différents secteurs, mais toujours sur cet axe santé mentale. En fait, pour nous, l'enjeu prioritaire, c'est que la santé mentale soit prise en charge dans tout milieu, pour tout le monde, pour un meilleur vivre ensemble, pour que globalement on soit mieux dans notre peau, mieux dans notre travail, mieux dans la société. Voilà. Merci. Mégane, tu exprimais tout à l'heure que tous tes confrères n'étaient pas forcément partants pour l'utilisation de la technologie, des jeux vidéo dans le soin. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ton travail et de celui de tes confrères dans le futur vis-à-vis de ces technologies ? J'espère qu'il y aura moins de peur face à quelque chose qu'on a l'impression de ne pas maîtriser, qu'il y aura moins de fantasmes, en tout cas négatifs, autour de ça. Et d'ailleurs, donc j'ai quand même été formée, hein, on pense les choses, je ne pratique pas le jeu vidéo comme ça dans mon cabinet parce que je l'ai décidé et que c'est fun. On est tout un groupe de psychologues, psychiatres à travailler sur ces sujets-là, en cyberpsychologie. Ça a été fondé d'ailleurs par Serge Tisseron et Frédéric Tordeau au départ, ce diplôme universitaire à l'Université de Paris. Et là, on est en train, du coup, dans la continuité, comme c'est que la 5e promo, je crois, ou la 4e promotion. Je suis issue de la seconde, donc c'est très récent. Hein. On est en train, du coup, de prolonger ça dans la création d'une école de cyberpsychologie qui s'appelle l'EF3C, à destination, dans un premier temps, du personnel soignant, pour pouvoir sensibiliser, effectivement, aux effets du virtuel et des technologies, travailler ces enjeux psychopathologiques et aussi les nouvelles formes de thérapie par le numérique, notamment.
Merci à toutes les trois. On voit que la technologie peut avoir certes quelques effets nuisibles, suivant comment on l'utilise. On voit également qu'elle peut être révélatrice de certains comportements, de certaines, alors j'ose plus dire pathologies, mais révéler certains aspects des personnes et des patients. Beaucoup d'offres existent, vous êtes un peu les pionnières, mais il y a déjà pas mal de choses qui se mettent en place. Merci pour ces témoignages. Il nous reste quelques minutes pour répondre à vos questions. Nos 3 expertes sont là, si vous avez des questions dans la salle. Excusez-moi. Donc chez Alan, quand on a une consultation avec un professionnel de santé, est-ce que ça peut donner lieu à une prescription médicale type médicament ou par exemple si c'est un généraliste qui va proposer d'aller chez un kiné ou ce genre de choses? En fait, les règles sont les mêmes que les règles générales et donc les médecins qui consultent via Alan ont exactement les mêmes règles que par les autres canaux. Donc, ce qui est autorisé en téléconsultation reste autorisé chez Alan. Ce qui n'est pas autorisé reste interdit, évidemment, chez Alan. Donc, c'est exactement les mêmes règles. Donc, une prescription d'ordonnance pour se rendre en pharmacie, comment ça se passe, en fait? Par exemple, là, ça va être par de la téléconsultation, avec exactement le même principe que pour la téléconsultation sur n'importe quel autre service de téléconsultation. Et concrètement, donc c'est possible, du coup? Ah oui, c'est possible. Mais c'est possible, mais pas pour toutes les pathologies et pas pour tous les médicaments. Il y a des limites. Oui. Exactement. Donc c'est pour ça que je dis c'est les mêmes règles. C'est pas mon domaine particulier d'expertise. On a des gens qui sont spécialistes de ce sujet-là. Mais effectivement, il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui sont pas possibles. Et puis, il y a aussi des cas où les médecins, que ce soit en téléconsultation ou par chat, vont dire « mais là, il faut aller voir un médecin, voire il faut aller aux urgences, ça peut être grave, il faut absolument voir quelqu'un rapidement, bien sûr. » D'accord, merci. Est-ce que vous avez une autre question? Je crois que vous avez été très clair. Est-ce que vous aviez un dernier mot que vous souhaitiez communiquer à la salle avant qu'on clôture cette journée? Je t'en prie, Mégane. Pas particulièrement, mais merci d'avoir été là et d'avoir écouté. Eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'Alicia arrive et va pouvoir prendre le micro pour clôturer cette journée. Stop acting so small, because you are the universe in ecstatic motion.